restreinte liste du patrimoine de l'humanité, c'est l'aboutissement de plus de 12 ans d'efforts au niveau national et international. Les échos dans ce journal. L'opération Cobra continue à déployer ses tentacules sans état d'âme, sans considération et surtout sans faiblesse ni haine. Le comité de vérification et de contrôle de l'administration publique était à l'éré. Rocky Kalo Malaba arrive en tête de la compétition hip-hop organisée par la radio privée FM Liberté sur les 10 groupes sélectionnés. Des précisions dans ce journal. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition qui reçoit comme invité ce soir le sélectionneur national des SAO, version football, Ndoram Jafet. Monsieur Ndoram, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est tout un plaisir. Notre entretien portera bien évidemment sur la participation des SAO aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les SAO ont été éliminés, comme vous le savez, et ce sera en fin du journal. À la une de l'actualité, je le disais, donc les lacs Ounianga inscrits sur la liste du patrimoine universel à la faveur de la 36e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Saint-Pétersbourg en Russie. Pour plus de précisions, nous avons en ligne notre envoyé spécial Grangacham Irima. Président aux assises de la 36e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui ont débuté le 24 juin, le ministre de la Culture, Kayar Omar Defala, assisté par son Excellence Mohamed Saleh Adam Djero, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire délégué permanent à l'UNESCO, depuis le 12 février 2010, ainsi que la délégation qui l'accompagne, le Tchad vient de marquer l'histoire pour la seconde fois après la découverte de Toumaï le 19 juillet 2001. Les débats sont techniques et scientifiques et chaque pays candidat pour l'inscription d'un site doit prouver devant les États membres de l'UNESCO les raisons qui le justifient, soit avec des preuves matérielles et immatérielles. Elle porte beaucoup plus sur les spécificités scientifiques, la protection et la préservation du patrimoine inscrit. C'est dans l'après-midi du 1er juillet à 18h13 de Moscou et 15h13 à N'Djamena que le dossier relatif au lac Ounianga est inscrit au patrimoine mondial. Après une brève présentation et les arguments scientifiques abordés par l'équipe technique composée de Tchadiens et Allemands, consigné dans le dossier, le premier site tchadien, à savoir le lac Ounianga, est inscrit sur la liste prestigieuse universelle du patrimoine de l'UNESCO. Et ceci sans débat parce que toutes les réponses aux erreurs factuelles ont été données par le Centre national d'appui à la recherche CANA. Voilà, Grangacham Irima, notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg en Russie. Bon séjour. Dans l'actualité, je le disais, l'État tchadien continue, comme vous le savez, s'est engagé de manière ferme à lutter contre le détournement des deniers publics, une véritable tumeur maligne qui mine le développement national. Afin donc de traquer le mal, une opération dénommée Cobra a été initiée hier. Le comité de vérification et de contrôle de l'administration publique a présenté son rapport établi dans la région du Mayo-Kébi-Ouest. Plus précisément à Pala et non à l'Éré. C'était au cours d'une rencontre présidée par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Adam Abdelkader. Le Mayo-Kébi-Ouest, 5e étape de l'opération Cobra, est une importante zone d'activité économique. Les potentialités agro-pastorales dont elle dispose et sa proximité avec le Cameroun constituent un atout. Malgré ces avantages, le développement de la région ne suit pas. Il s'avère que la région n'est pas un bon élève en matière de gestion de la chose publique. C'est le résultat du rapport d'activité de l'équipe interministérielle chargée de vérification administrative et financière de l'opération Cobra. Les données statistiques présentées dans ce rapport sont fort significatives de l'ampleur des dégâts. Sur 26 services déconcentrés contrôlés, l'on constate des déviances administratives et une déperdition dans le recouvrement des recettes de l'État. La tendance est partout à la baisse. Selon le Premier ministre Emmanuel Nadingar, cela est une preuve de l'inefficacité de l'administration au demeurant dans la région. Pour arrêter le phénomène, le chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar, a pris des mesures qui s'imposent. Plusieurs responsables de services et fonctionnaires ayant contribué d'une manière ou d'une autre au dysfonctionnement de l'administration sont relevés de leurs fonctions. Pour les cas de malversations avérées, les personnes impliquées sont frappées de mesures administratives de suspension et répondront de leurs actes devant la justice. Le chef du gouvernement a souligné que la renaissance de l'action publique est un des axes majeurs de l'engagement pris par le président de la République Idriss Déby Itno pour le développement économique et social. Cette renaissance de l'action publique, précise-t-il, consiste à l'introduction d'un nouvel état d'esprit
un choix judicieux des hommes et des femmes et l'intensification de la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, le Premier ministre a donné aux autorités de la région de nouvelles règles de gestion des ressources humaines. Pour lui, il devra désormais prévaloir la culture du résultat, l'audit et l'évaluation des agents. La volonté affichée par le gouvernement est de veiller à la cohérence des différents programmes afin de rompre avec une certaine dispersion des efforts. Le succès des politiques publiques de développement dépend en effet des performances et de la qualité de prestation de l'administration, a indiqué le Premier ministre. Les dysfonctionnements et dérives constatés dans les services déconcentrés de la région ont suscité la réaction du Premier ministre Emmanuel Nadjingar qui a pris des mesures urgentes. Suivez. À partir de cet instant, à la trésorerie régionale de Pala, le trésorier régional du Mayo-Kébi Ouest est relevé de ses fonctions et fera l'objet des poursuites judiciaires. À la douane, les investigations doivent se poursuivre afin de déceler les circuits de fraude sur l'exportation du bétail, sur la collecte de l'IGL spécial bétail et d'établir les responsabilités. En ce qui concerne les dérives en matière de gestion administrative des services déconcentrés et de l'administration territoriale. À l'administration territoriale, les sous-préfets de Lamé et de Gagal sont relevés de leurs fonctions. L'ex-préfet du Mayo-Dala est sommé de restituer les biens de l'État qu'il a emportés à sa cessation de service. À l'élevage, le délégué de l'élevage et son chef de secteur sont relevés de leurs fonctions. À l'agriculture, la mission Cobra est instruite à l'effet d'approfondir les investigations sur l'utilisation des tracteurs, la mise à disposition des intrants et la gestion des crédits. À la santé, des enquêtes approfondies doivent être menées à l'encontre du docteur Lawa Garandi sur sa gestion des crédits de l'année 2010. Il en est de même du docteur Noumi Goussou Kamkam, ex-médecin-chef de l'hôpital régional de Pala, et de M. Brahim Gombo sur l'utilisation des crédits de fonctionnement de l'année 2010. Au service des mines, M. Abdelkerim Hassan, contrôleur au service des mines de Pala, et son adjoint sont relevés de leurs fonctions. À l'environnement, le personnel inapte doit être mis à la retraite et des agents formés doivent être affectés dans la région. Le délégué de l'environnement pour absence répétée et injustifiée doit être remplacé. Le chef de cantonnement forestier adjoint est relevé de ses fonctions. À l'éducation, sont relevés l'inspecteur de l'enseignement de base rural, M. Latou Vaino, ainsi que l'inspecteur primaire de Lamé, sont relevés de leurs fonctions. La mission Cobra devra situer les responsabilités sur la gestion des maîtres communautaires, la gestion des crédits et l'achat des équipements et fournitures scolaires. En ce qui concerne les microcrédits, une clé de répartition équitable des microcrédits sera dorénavant mise en place pour la répartition des microcrédits dans la région. Le gouverneur doit actionner les services de recouvrement des microcrédits distribués. En plus de ces mesures, le chef du gouvernement a pris des mesures spécifiques pour la vente du ciment de Baoré et de la situation sécuritaire dans la région du Mayo-Kébi Ouest. Nous l'écoutons. De la vente du ciment de Baoré, le gouverneur, en relation avec la direction de la cimenterie, est instruit de prendre les mesures suivantes. La fermeture immédiate du dépôt de Lamé et la mise en place d'un dispositif palliatif permettant de satisfaire uniquement les besoins réels des populations autochtones. La résiliation du contrat avec la société Sotem en charge de la sécurité privée et le recrutement d'une autre société plus compétente et respectueuse des normes de travail. La résiliation des contrats avec certains distributeurs et entreprises du bâtiment qui abusent du système et qui créent de la spéculation. L'application de mesures de renvoi à l'encontre des agents et responsables du vente de ciment à l'usine, de la situation sécuritaire.
le délégué de police, le commandant de brigade territoriale de Lamé, le commandant de brigade de recherche de Pala, le contingent du Mayo Dala sont relevés de leurs fonctions. Tous les responsables de la sécurité et agents ayant mis plus de 3 ans à leur poste doivent être redéployés ailleurs. Enfin, le procureur de la République se rendant complice des actes criminels et délictuels reprochés à des délinquants, en moyennant leur libération sans procès, parfois contre l'avis du président du tribunal. J'instruis le ministre de la Justice de prendre des sanctions qui s'imposent contre ce magistrat indélicat. La mission de contrôle et de vérification doit poursuivre dans le Mayo-Kébi Ouest. Sachez aussi qu'en marge de la mission Cobra, le Premier ministre Emmanuel Ladingara a visité le chantier de l'hôpital régional moderne de Pala. Objectif, constater de visu l'état d'avancement des travaux. Ramadé Yassan. Dans les soucis d'assurer l'accès adéquat aux services sociaux de base et d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a construit plusieurs structures sanitaires à travers toutes les régions du pays. C'est dans ce sens que le Premier ministre Emmanuel Ladingara, accompagné de quelques membres du gouvernement et de certains de ses proches collaborateurs, a visité l'hôpital régional moderne de Pala en construction. Cette descente du chef du gouvernement a été motivée par un retard constaté dans l'exécution des travaux de l'hôpital régional moderne de Pala. Cette structure sanitaire permettra à la population de la région du Mayo-Kébi Ouest d'être médicalement prise en charge. Depuis plusieurs années, des moyens conséquents ont été mis à la disposition du secteur de la santé pour renforcer et rendre effective la gratuité de soins en faveur de quelques couches les plus vulnérables de la population. Le Premier ministre Emmanuel Ladingara a saisi cette opportunité pour donner des instructions fermes aux responsables du ministère de la Santé et c'est de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux du hôpital de respecter les dispositions des textes régissant les marchés publics. Je voudrais dire d'abord que cet hôpital de Pala, qui devait commencer depuis 5 ou 6 mois déjà, a pris du retard. Je le dis parce que les avances de mariage ont été donc payées à temps. Dans notre mission ici, mission Cobra, qui prend en compte l'aspect infrastructure aussi, n'est-ce pas, et surtout les constructions des hôpitaux, depuis que nous nous sommes rendus compte à Massakori, n'est-ce pas, que les bâtiments des hôpitaux ne correspondent pas fonctionnellement, n'est-ce pas, à leur application. C'est quand même un investissement de 4 milliards. C'est un gros investissement, n'est-ce pas? Nous espérons que nous n'allons pas avoir des bâtiments qui sont conçus plutôt pour loger des gens. Cette formation sanitaire sera dotée de plusieurs services techniques. Les délais d'exécution des travaux est de 24 mois. En marge de sa visite de travail dans les régions de Mayo-Kébi Est, Ouest et la Tangilé, le Premier ministre Emmanuel Ladingara a rencontré les membres du comité de défense des intérêts des porciculteurs conduit par son président national Fansou Nagamsou. À l'issue de cette audience, le chef du gouvernement a, au nom du président de la République, remis un chèque de 300 millions de francs CFA en guise d'indemnisation aux éleveurs de porc du Tchad victimes de la peste porcine africaine de 2010-2011. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Claude Bernard Ahors, est en fin de mission au Tchad. Le diplomate a eu droit à une cérémonie d'adieu offerte par le ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat. Dr Claude Bernard quitte le Tchad après plusieurs années consacrées à renforcer la coopération entre l'Allemagne, son pays et le Tchad. Pour le ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki et Mahamat, le partenariat entre les deux pays est vieux de plusieurs années déjà et tient compte des réalités du terrain. Dr Claude Bernard, par ses actions, a contribué à instaurer des échanges réguliers et constructifs dans le cadre des réunions du dialogue politique. Il quitte le Tchad satisfait de son séjour.
Une délégation conduite par le ministre de l'Énergie et du Pétrole a séjourné du 27 au 30 juin 2012 à Niamey au Niger. Le Niger, comme vous le savez, veut utiliser le pipeline Tchad-Cameroun pour exporter son brut. La délégation tchadienne a eu une séance de travail avec le ministre nigérien de l'Énergie et du Pétrole, Fumakoy Gado. Des précisions dans ce reportage signé Bachaye Isanga. Il vous souviendra que le 27 février dernier, le Niger et le Tchad ont signé un protocole d'accord. Protocole dans lequel les deux pays marquaient leur souhait réciproque de coopérer dans le domaine pétrolier. Pour traduire dans le fait l'engagement des deux chefs d'État, Mamadou Issoufou du Niger et Idriss Déby Itnou du Tchad, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Brahim Al-Khalil Hileou, accompagné d'une importante délégation, est allé à la rencontre de son homologue nigérien, Fumakoy Gado. Lors de ces entretiens, tous les points ont été revus. De l'exportation du brut nigérien par le Tchad, la question environnementale et autres n'ont pas été perdues de vue. Pour le ministre tchadien, Brahim Al-Khalil Hileou, cette rencontre permet de mettre en place un dispositif pluridisciplinaire en vue de finaliser les études techniques faites. Le ministre nigérien de l'Énergie et du Pétrole, Fumakoy Gado, s'est réjoui des propositions tchadiennes d'établir une feuille de route. Une fois adoptée, cette proposition définira l'ensemble des étapes nécessaires. À l'issue de cette rencontre, les deux parties se sont engagées à revoir les clauses juridiques, commerciales et environnementales de l'exploitation du système de transport par pipeline entre les deux pays. Les assises de la 19e réunion du comité de programmation et de suivi du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel se sont achevées hier soir en N'Djamena. Durant 3 jours, les experts se sont penchés sur les questions liées à la vie de l'institution et puis les conclusions de ces travaux seront donc soumises au Conseil ordinaire des ministres des pays membres de Barobert. Les experts venus de 10 pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel ont débattu des mots qui entravent l'épanouissement de cette organisation sous-régionale. Il s'agit entre autres de la contribution des États membres pour résorber les dettes du CILS et assurer le fonctionnement durable de l'institution, de l'accélération du processus de rapprochement CILS-CEDEAO, de la mobilisation de fonds pour l'exécution de certains projets et de la mobilisation des fonds d'aide d'urgence auprès de la Banque africaine de développement BAD en faveur des pays touchés par l'insécurité alimentaire lors de la précédente campagne agricole. Pour mieux répondre aux besoins des pays membres, les participants à la 19e réunion du comité régional de programmation et de suivi invitent le CILS à s'investir davantage dans la gestion des ressources naturelles, plus particulièrement la lutte contre la désertification, le réchauffement climatique et la maîtrise de l'eau. Les partenaires techniques et financiers insistent pour leur part sur le paiement des arriérés de cotisations et le respect des termes de contrat dans la production des rapports techniques et financiers. Les recommandations que vous avez formulées pendant votre session feront l'objet d'une attention particulière et nourriront d'une part les débats du Conseil des ministres et d'autre part mettront à la disposition de nos chefs d'État et de gouvernement des propositions, des résolutions et décisions à la hauteur de leurs attentes. Au cours de la 19e réunion du comité régional de programmation et du suivi du CILS, 3 demandes d'adhésion ont été enregistrées par les participants. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo désirent faire partie des pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. L'Institut Hectad a célébré hier la 6e édition de la Journée de l'Excellence. Pour cette édition, le comité d'organisation a primé 43 étudiants, 2 enseignants et quelques institutions publiques et privées qui se sont distingués par leurs efforts. Kadnoua Théophile. Il s'appelle Mamad Adam Arabi, 22 ans. Il est en 2e année de comptabilité et finance. Il est le meilleur des meilleurs étudiants de Hectad de l'année académique 2011-2012 avec une moyenne de 17-16. Mamad Adam Arabi est en tête de la liste des 43 étudiants primés au cours de cette journée de l'excellence. Les lauréats sont de toutes les filières et ont obtenu entre 15 et 17 de moyenne. Selon le président du comité de pilotage de Hectad, Ali Abderrahman Agar, la journée de l'excellence vise à amener les étudiants à plus de rigueur dans le travail,
Un avis partagé par le directeur général du dit institut. Notre devise, apprendre pour entreprendre, entre dans la ligne des grands choix stratégiques du gouvernement. Ces résultats sont la preuve que le meilleur n'est pas forcément hors du Tchad. En dehors des étudiants qui se sont distingués par leur travail, le comité d'organisation de la journée de l'excellence de ECTchad a également primé les enseignants et les membres de l'administration. Outre ceci, les responsables de ECTchad ont également décerné des prix aux institutions publiques et privées qui se sont démarquées par leurs efforts. Pour cette dernière catégorie, c'est l'Office national de radio et télévision du Tchad, ONRTV, qui remporte la palme. Pour le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Jean Alingue Baouyo, représentant le ministre de la Communication et de l'Information, Hassan Sila Bakari, ce prix est un geste d'encouragement qui doit amener le personnel de l'ONRTV à mieux faire car le chemin à parcourir reste encore long. Cette distinction n'est nullement un couronnement. Le chemin à parcourir reste en effet long pour hisser la radio et la télévision nationale au rang des médias audiovisuels mondialement reconnus, ceci en termes de contenu de programme. Jean Alingue Baouyo a exprimé la gratitude du gouvernement aux responsables de ECTchad qui ne cessent d'œuvrer en faveur de l'unité des fils et filles du Tchad. La page culturelle de cette édition, la compétition de la musique hip-hop initiée par la radio privée FM Liberté il y a 6 mois à l'attention des groupes de hip-hop en herbe a pris fin hier soir à la Maison de la Culture de Chagua. Sur les 10 groupes sélectionnés, c'est Rokika Lomalaba qui a été déclaré lauréat du dit concours. Innocent Kilayo. C'est une compétition de la musique hip-hop organisée par l'animateur de l'émission hip-hop Showtime de la radio FM Liberté. Dénommée Hors de l'ombre, cette compétition vise à récompenser les groupes de hip-hop en herbe de la capitale. Initier cette compétition, c'était par rapport à 2 trucs. Le premier, c'est que ceux qu'on vous a présentés, les 10, et au-delà de ceux-là, il y en a plein dans cette salle, et il y en a plein qui sont restés dans le quartier. Ce sont des gars qui aiment le rap. Ce sont des gars qui ont ça en eux. Et ce sont des gars qui savent le faire, mais qui ont juste besoin d'un petit support pour sortir de là où ils sont. Après 6 mois de compétition, 10 groupes ont été sélectionnés pour la phase finale. Sur les 10 groupes qui ont pris part à la phase finale de Hors de l'ombre, le jury a porté son choix sur Rokika Lomalaba. Rokika Lomalaba. Rokika. On a pas du tout fait pour lui, il est là. Rokika. Au cours de cette présentation des résultats, le public a fait la découverte d'une jeune chanteuse de rap. Elle s'appelle Dashifria. Elle se dit défenseuse des enfants de la rue. Consolation, je suis malheureuse parce que je vis la galère et je me demande comment vivre ces conditions. Oh bon Dieu, coupe mon cœur d'enfant de la misère. Les autres grosses pointures du mouvement hip-hop d'Injamena, comme Pif Pilkini, Prince D et Croque-Mort, sont venus également soutenir l'initiative de la radio FM Liberté. Voilà, mesdames, messieurs, et comme annoncé en début de ce journal, nous avons sur ce plateau Ndoram Jafet. Il est le sélectionneur national de l'équipe SAO version football. Monsieur Jafet, bonsoir. Bonsoir. Alors, la toute première question est la suivante. Quelles sont les vraies raisons de la défaite des SAO à Malawi? Je pense qu'il y a eu plusieurs raisons par rapport à cette défaite-là. Je pense qu'en tant que sportif, la première raison, elle est d'abord sportive. On n'a pas pu préserver notre maigre avantage qu'on a pu acquérir ici en N'Djamena, du fait qu'effectivement cette équipe est une équipe de qualité. On a pu se préparer longtemps à l'avance. On est parti là-bas avec pas mal de certitudes, mais malheureusement on n'a pas pu garder ces résultats. Je pense que sportivement on a manqué quand même de la maîtrise, de l'expérience, parce que c'est des matchs qui se jouent beaucoup sur de petits détails.
on a manqué d'expérience à ce niveau-là, donc malheureusement, une fois encore, je dirais, on n'a pas pu se qualifier pour le tour suivant. D'accord, ce n'est pas la première fois. Les Sao n'ont jamais été qualifiés pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, comme tout le monde le constate, je pense que notre football est défaillant depuis pas mal d'années. Même si cette fois, je pense qu'on s'est pris à temps, on s'est préparé longtemps à l'avance en partant en Tunisie, par la suite à Lubumbashi avant de continuer au Malawi. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant dans la mesure où effectivement, il faut reconnaître qu'on reste quand même une jeune équipe dans la compétition internationale. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se qualifier devant les autres parce qu'il faut reconnaître que les autres, ils nous prennent aussi pour une petite équipe. Mais néanmoins, pendant ce stage-là, je pense qu'on a pu mettre une équipe quand même plus ou moins compétitive en place en faisant venir le maximum de gars qui jouent à l'extérieur. Et cette équipe-là, elle a de la valeur. Maintenant, si en espérant avoir des résultats dans l'avenir, il va falloir effectivement compter sur cette équipe-là. Et il faut reconnaître aussi, car lors de notre disqualification à Malawi, il y a eu pas mal d'incidents qui se sont passés du fait qu'effectivement, ils nous attendaient au tournoi parce que cette équipe, apparemment, lorsqu'elle était venue ici, elle n'était pas très bien accueillie. Donc, il y a eu beaucoup d'incidents. Et cet incident a joué effectivement sur le moral de l'effectif. Parce que pour certains, c'est une première pour eux de rencontrer ce genre de difficultés. Donc, je pense que ça a eu son incident aussi pendant le match. Il y a eu beaucoup de nervosité pendant le match, donc on n'a pas pu garder notre calme pour conserver notre maigre résultat. Justement, parlant de cet incident, est-ce que vous avez pu saisir la Confédération africaine de football? Oui, on a pu les saisir le même soir. Mais bon, on sait bien la réaction de la Confédération africaine qui tarde toujours à prendre des décisions dans ce genre de contexte. Mais bon, on aurait bien voulu se qualifier, même si on devait passer la nuit au stade, on aurait bien voulu se qualifier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais néanmoins, je trouve quand même dommage que le football qui reste un jeu, on arrive à ce genre d'incidents. D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que le temps de préparation est très court? Généralement, les fédérations tchadiennes prennent toujours les athlètes à la dernière minute. Pourquoi ne pas accorder un temps, par exemple 6 mois pour la préparation au lieu d'1 mois? C'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de récupérer les joueurs pendant 6 mois. Je pense que quand on parle en termes de temps, ça sera toujours plus intéressant de travailler avec les jeunes qui sont disponibles. Parce que là, dans l'équipe qu'on a pu constituer, il y a pas mal de joueurs professionnels quand même qui jouent dans leurs différents clubs. Donc il est difficile, de les libérer au niveau de leur club. Mais néanmoins, cette fois-ci, on s'est pris quand même à temps. On est parti passer quand même 1 mois à l'extérieur avant ce match. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a récupéré les joueurs les uns après les autres. Donc il a été difficile pour nous, les entraîneurs, de mettre une équipe dès le premier jour en place, ce qui nous a posé effectivement une certaine cohésion. Le jour qu'on jouait contre le Malawi, il y en avait pas mal qui n'avaient pas eu à participer à des matchs amicaux qu'on avait fait entre-temps. Donc il nous a manqué de cohésion. Mais malgré tout ça, je pense que je reste plutôt optimiste par rapport à cette équipe-là qui, dans les années à venir, a une valeur. Voilà, vous avez parlé des joueurs qui évoluent à l'extérieur, mais est-ce que vous avez fait appel aux joueurs de l'intérieur du pays? Oui, effectivement, on est parti en stage avec la plupart des joueurs locaux, comme on le dit, sauf qu'au fur et à mesure, quand venaient les joueurs qui venaient de l'extérieur, on était obligé effectivement de libérer. On a constitué un groupe de à peu près 28 joueurs qui a participé à ces stages-là. Et au dernier moment, on était bien obligé de libérer certains, tout simplement parce que certains n'avaient pas le niveau, certains n'étaient pas compétitifs du fait de manque de compétition aussi dans leur club. Donc on a constitué une équipe qui est quand même assez cohérente, sauf que ça manquait quand même de cohésion dans leur manière de jouer. Pour certains, c'est la première fois qu'ils jouaient ensemble, donc je pense que ça nous a fait défaut. Il faut reconnaître aussi qu'il y a eu quelques erreurs techniques individuelles qui malheureusement ne nous a pas permis de garder notre avantage. Alors où en sommes-nous avec le forum sur le sport en général et sur le football en particulier? Je pense qu'on en a bien besoin. Je pense que depuis le temps qu'on en parle et avec
les désillusions qu'on a eues depuis quelques années, je pense qu'il sera indispensable effectivement de s'asseoir autour d'une table et parler concrètement de nos difficultés, les difficultés plutôt de notre football, qui aujourd'hui, je pense en a bien besoin. Je pense que les potentialités ne manquent pas, mais ce qui manque aujourd'hui, je pense qu'il faut faire le tour de la question au niveau de l'organisation, au niveau de la formation, au niveau du développement du football des jeunes. Tout ça, c'est des aspects effectivement qu'il faut qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, en parler et effectivement de les rectifier le plus tôt possible pour qu'on puisse rattraper le train à temps, parce que sinon on accusera toujours cet retard. D'accord, vous êtes également le directeur du centre académique de football de Facha, créé par la FIFA. Jusqu'à là, votre centre n'existe que de nom. Qu'est-ce qui se passe? Alors, malheureusement, le centre n'existe que de nom. Ça fait 1 année et demie que je suis au Tchad pour effectivement le lancement de ce centre-là. Malheureusement, il n'est toujours pas fonctionnel. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le centre n'est pas tout à fait prêt encore, parce qu'il n'y a même pas des aires de jeu encore au niveau du centre. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile de faire des entraînements sur place. Et deuxièmement, il y a beaucoup de tiraillements entre la fédération et le ministère par rapport à ces centres-là. Donc je pense que toutes ces difficultés-là font en sorte qu'on n'est pas encore actif. Mais bon, je pense que pour pouvoir effectivement ouvrir ce centre-là, il va falloir que les gens s'assoient aussi encore là une fois autour d'une table et trouver le problème et le résoudre une fois pour toutes, pour qu'effectivement on puisse commencer les entraînements avec les jeunes, parce que le nécessaire a été fait depuis plus d'1 année. Au niveau de la détection, au niveau de la sélection des jeunes, tout a été fait, sauf qu'aujourd'hui il y a des discordes entre la fédération et le ministère par rapport à l'ouverture et le fonctionnement de ce centre. D'accord. Monsieur Ndoram Jafet, merci d'avoir accepté notre invitation. Le temps qui nous a été imparti tire à sa fin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je rappelle que nous avons eu comme invité du journal le sélectionneur national Ndoram Jafet. Merci à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur Télé Tchad. Bonsoir.